Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je remercie d'ores et déjà les étudiantes et les étudiants connectés sur Twitch en espérant accueillir avec joie d'autres auditrices et auditeurs tout au long de cette émission. C'est la première de la nouvelle émission politique du campus et de Radio Rec, Tribun. Je voudrais tout d'abord remercier l'association Radio Rec qui a accepté cette initiative en espérant que ça perdurera dans le temps. Alors, me direz-vous, pourquoi Tribun ? Tout simplement parce que le concept de l'émission repose sur l'idée même d'un débat. Débat mené de main de maître par nos tribuns de choc et de choix qui nous font l'honneur d'être présents ce soir et qui, chacun leur tour, viendront à se présenter eux-mêmes dans un moment. Un débat donc qui garantit la pluralité des opinions et qui donne directement la parole aux étudiantes et aux étudiants pour les étudiants. Telle est la ligne éditoriale de cette nouvelle émission. En effet, mon très cher Loïc, notre positionnement se voudra le plus neutre possible. Tout le monde a le droit de prononcer son avis sur les sujets politiques. Tout particulièrement, dans cette émission, nous allons nous intéresser sur le thème des retraites et de la réforme qu'a effectué le gouvernement en place. Notre but capital est de montrer que, même en étant étudiant, on peut et on doit s'intéresser à la politique. Il n'y a pas que les essayistes ou les députés, que je ne citerai pas, qui peuvent s'approprier de ces débats. Il existe une manière différente de faire où la critique et l'insulte n'est pas monnaie courante et on va essayer de transformer cela en quelque chose de positif. Et ce qu'on va s'efforcer de faire ce soir avec nos magnifiques intervenants. Plusieurs maîtres mots nous guideront ce soir, la clarté, la pédagogie et ce débat doit être percutant. Une équité également au niveau des temps de parole a été établie précédemment. Également un tirage au sort, c'est M. Gabriel Salès qui débutera ce débat et c'est M. Thomas Limonture qui le clôturera à la fin de cette émission. Petit préambule d'abord, puisque le sujet principal ce soir est la réforme des retraites. Petit historique avant de se lancer pleinement dans le débat. Le 10 janvier dernier, cette réforme a été présentée à la presse par la Première ministre Elisabeth Borne. Le 23 janvier dernier, cette présentation s'est effectuée en Conseil des ministres. Un débat parlementaire qui s'est instauré en février et en mars avec la traditionnelle navette Assemblée nationale et Sénat pour une application dès le 1er septembre 2023 si la loi est votée, la réforme est votée. La dernière journée de mobilisation a réuni le 11 février dernier 963 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 2 500 000 selon les organisations syndicales. Quid de demain, puisque nous nous inscrivons pleinement dans l'actualité chaude. Un chiffre parlant, on nous annonce 60% de grévistes dans le premier degré. En somme, c'est une école sur 5 fermée à Paris. D'ailleurs, je remercie mon cher Romaric qui m'a communiqué cette info tout à l'heure. Il est temps de vous présenter, chers messieurs. On va commencer par monsieur Gabriel Salès. Vous avez la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à toutes, pardon. Merci Loïc, merci Théo, merci à Radio Rec de nous accueillir. Alors moi je suis Gabriel Salès, je suis étudiant en M1 de sciences politiques comme mes co-débattants. Et je suis favorable à la réforme des retraites, je suis favorable à faire une réforme, et je suis favorable à la réforme proposée par le gouvernement, qui est une réforme d'équilibre, de justice et d'équité. Voilà. Monsieur Benjamin Grenier. Bonjour à tous, merci à Radio Rec de nous accueillir ce soir pour pouvoir débattre sainement sur la réforme des retraites. Je suis donc aussi étudiant en M1 sciences politiques ici à l'UGE et concernant la réforme des retraites, je suis pour une réforme des retraites, pour un assainissement de nos finances publiques. Néanmoins, le débat oui, et donc je ne serai pas favorable au fond et à la forme qui est proposée par la réforme gouvernementale actuelle. Et enfin, on va passer avec Thomas Limonture. Bonjour, moi c'est Thomas Limonture, je suis en Master 1 de Sciences Politiques. Alors j'aimerais remercier mon cher Loïc et mon cher Théo d'avoir organisé le débat. Je tiens à remercier Radio Rec. Alors je suis plus proche de la gauche et des idées progressistes. Et je suis contre cette réforme parce qu'elle est injuste, inéquitable. Et puisque on ne demande pas la même
le même effort à tout un chacun. Alors, dernier point avant de se lancer pleinement dans ce débat, Bédana qui est à côté de moi lira les questions des internautes tout au long de ce débat, s'il y en a, bien évidemment. Première question, on rentre dans le vif du sujet et dans la chaleur de l'actualité. On sait très bien, et vous savez très bien, messieurs, que nous sommes à la veille d'un blocage qui aura lieu donc demain, mardi 7 mars. Blocage qui s'annonce très important et quels que soient les secteurs. Première question très simple, êtes-vous pour ou contre ce principe de bloquer le pays et de le mettre à l'arrêt ? Monsieur Grenier. Non, je suis contre. Le débat, oui, mais la chienlit, non. Je pense qu'on peut débattre évidemment sans violence. Je pense que les députés, les républicains par exemple, ont su le montrer. Certains députés du Parti socialiste aussi. Et donc je m'oppose fermement évidemment à toute forme de violence ou de blocage du pays et plus particulièrement de nos universités. Étudier est un droit, manifester aussi, mais l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. Monsieur Salès. Bien évidemment que je suis contre le blocus, le blocage de la France. C'est une partie des Français, minoritaires, qui prennent en otage une grande majorité des Français, qui travaillent, qui ont besoin d'avoir accès aux soins, qui ont besoin de se déplacer. Et je pense que la contestation doit pouvoir rester dans les clous d'une simple grève en France, et qu'une prise d'otage des Français n'est pas souhaitable dans un pays comme le nôtre. Et de votre côté, Thomas ? Alors, moi personnellement, je suis pour un blocage total. Déjà de 1, cette grève, il y a 2 ou 3 semaines de cela, a été historique et a mobilisé près de 2 millions de nos concitoyens. Et cette grève, c'est aussi pour l'intérêt général. Et c'est pour faire que ce gouvernement recule, puisque cette réforme est injuste. Et je tiens à préciser que c'est par la grève, que c'est par le blocage qu'on peut faire reculer le gouvernement et qu'on peut faire ce gouvernement retirer sa réforme des retraites. Juste, je vais apporter une précision sur ce que j'ai dit. Les manifestations aussi et sont des moyens pour manifester justement son désaccord. Moi, je m'attarde vraiment sur le blocus, ce qui est justement le blocus des transports, le blocus organisé par les chauffeurs routiers, par exemple. Je m'oppose fermement à la prise d'otage des Français. Très bien, mais il y a une contradiction. Vous avez dit que ce sont des Français minoritaires, mais pourquoi quand les Français font grève, il y a un blocage? C'est parce que les gens qui font grève, ce sont des travailleurs, ce sont des Français travailleurs qui travaillent et qui contribuent à la richesse nationale. Donc, si le pays est bloqué, c'est tout simplement parce que les gens assez importants font grève et donc que le pays ne peut plus tourner parce que ce sont aussi des travailleurs. Il ne faut pas opposer les Français en disant que ce sont des Français qui ne travaillent pas, que ce sont des Français qui travaillent. On l'a vu avec plusieurs sondages, la majorité des Français sont pour un blocage. Oui, mais c'est le vocable utilisé jusque-là, c'était pas le vocable de blocage, c'était le vocable de manifestation, de grève. Donc oui, une grève paralyse certains secteurs, etc. Mais là, le vocable utilisé par les syndicats, par les partis politiques, comme la France Insoumise pour ne pas la citer, c'est un appel au blocage total. Et donc du coup, à la prise en otage de nos concitoyens, chose que je ne peux pas le tolérer. Très bien. Mais dans ce cas, quand il y a une grève, on va faire une hypothèse, quand il y a une grève, les gens ne travaillent pas. Donc c'est tout simplement un blocage et donc les gens manifestent, les individus manifestent pour leurs droits et pour faire reculer la réforme. Et si les concitoyens et les Français font grève, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de voix pour s'exprimer. S'ils en arrivent à faire un blocage, c'est tout simplement parce que c'est leur mode d'expression et c'est une des dernières voix, quoi. Monsieur Grenier. Alors je répondrai simplement à Monsieur Limonture que les Français ont une voix, celle des urnes, et que aux dernières élections, quand on a eu plus de 50% d'abstention, on ne peut pas venir se plaindre après que les décisions prises ne correspondent pas à celles que l'on souhaiterait. Très bien, mais s'il y a eu une abstention, il faut l'analyser d'une manière scientifique. Les Français ne vont pas s'abstenir juste comme ça et ensuite venir leur dire qu'on ne peut pas se plaindre. 50% se sont abstenus, donc on va venir dire à 50%, eh bien, on peut tout vous faire,
puisque vous n'avez pas voté. Non, il y a eu 50%. Il faut analyser. Il faut que le président de la République prenne un peu de recul en disant que il faut analyser cette abstention. Cette abstention, il faut essayer de l'analyser de manière scientifique et rationnelle et en se demandant qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais vous savez, enfin tu sais, excuse-moi, on va pas se vous voyer, on va se tutoyer, parce qu'on est quand même amis. Oui. Enfin, on est surtout amis, c'est très important de le souligner. Et d'ailleurs, c'est un plaisir, j'aimerais le dire. Voilà. De débattre avec vous, voilà. On n'est pas d'accord, mais au moins on s'apprécie, c'est principal. Que en France, il y a des secteurs qui, quand ils se mettent en grève, ils bloquent le pays. Les transports, l'approvisionnement par exemple du pétrole, des denrées périssables, et de ce principe-là, oui, une grève entraîne un blocus. Okay, mais bon, voilà, je voulais juste dire ça. Oui, donc ensuite, oui, oui, mais la volonté de bloquer, c'est ça que je dis, c'est que la volonté, c'est-à-dire le faire avec une volonté de prendre en otage les Français, c'est ça, moi, mon problème. Voilà. Je rejoins d'ailleurs Benjamin sur le vote. Voilà. Et aussi concernant la mobilisation, les manifestations, c'est dommage que le gouvernement ne prenne pas en considération ces millions de personnes qui ont manifesté, enfin cumulé, depuis le début de la réforme. Donc oui, moi je suis pour le droit de grève, et le droit de grève est très important. Le droit de manifester dans les rues de Paris est très important. J'aimerais ajouter aussi que je suis contre la violence, je suis contre donc le blocus et le saccage de notre belle ville de Paris après chaque manifestation. Oui, mais cette grève, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire qu'il y a un mouvement et il y a des individus qui se réunissent parce qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Prendre des cas minoritaires pour dire que oui, il y a quand même du cassage, etc. Mais oui, mais il y a du cassage, mais 1 million de personnes réunies, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vraiment, il y a un mouvement de fond. Ça fait depuis 1995 qu'il n'y a pas eu autant d'individus en train de manifester. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Il y a une forte contestation vis-à-vis de cette réforme. Évidemment. Après, peut-être Monsieur que... Gabriel, Oui, juste... on va peut-être- finir sur ça et après on passera à la prochaine question. Peut-être que les Français aussi ne prennent pas la mesure de l'enjeu qui se joue pour nos Les Français ne sont comptes, pas des ignares. Non, j'ai pas dit ça. Ce que Ah, je ils- dis, c'est qu'ils ils savent. prennent peut-être pas la mesure de ce qui se joue dans les 10, 15, 20 prochaines années. Mais après, On a déjà commencé à aborder le sujet du blocage et du blocus. Que pensez-vous du hashtag Blocus Challenge lancé par Louis Boyard? Est-ce approprié pour un député? Benjamin, Monsieur Grenier, oui. Le concept de ce hashtag est aussi, sans méchanceté, inutile que le député qui l'a proposé. Ça laisse. je trouve ça honteux. D'ailleurs, les mots de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, excusez-moi. Et de Valérie Pécresse aussi Qui a porté plainte ce matin contre Louis Boyard. Oui. Pour incitation aux désordres. Alors voilà, moi je suis complètement révolté contre les propos d'un représentant de la nation. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Alors il est jeune, etc. Mais appeler à bloquer les universités et a fortiori promettre une visite de l'Assemblée nationale qui est quand même, on va dire, un dispositif gratuit. Chaque citoyen peut visiter la maison du peuple finalement, qui est le palais Bourbon. Donc je trouve que ouais, cette chose est ignoble, tout simplement. Voilà. Et de votre côté, Monsieur Limonture, Alors, vous pensez que c'est inadmissible ou pas? concernant la question, je suis un peu mitigé puisque d'un côté, il y a un blocage, certes, mais il y a aussi la conjoncture nationale qui veut que on est dans une phase de contestation. Donc, grosso modo, il réunit des gens qui, de toute façon, allaient déjà bloquer. Donc, certes, on peut se questionner sur comment il utilise sa fonction et comment il l'utilise, voilà, comment il en fait usage. On peut être sceptique sur la forme,
Mais sur le fond, je suis en partie d'accord. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est faut analyser chaque conjoncture. Monsieur Bouillard, quand même, ne peut pas continuer de bloquer les universités comme bon lui semble. Mais quand il y a une grève d'ampleur comme celle-ci, je suis tout à fait d'accord. Je suis pour Ça vous semble le blocage correct? de l'université, oui. Monsieur Grenier? Alors, concernant Louis Boyard, d'ailleurs, je reviens sur quelque chose qui s'est passé récemment de par chez moi, à Amiens. Au-delà de bloquer les universités, puisque ça a toujours été une source de conflits social, et ça a toujours été l'un des points de départ de ces conflits, c'est peut-être aussi l'utilisation parfois de ces universités comme des armes idéologiques même. En l'occurrence, je parlerai juste d'une conférence une conférence tenue notamment par l'UNEF à Amiens jeudi dernier, qui s'est très rapidement tenue en meeting politique en appelant à manifester. Je ne suis pas contre le droit de manifester, néanmoins je pense que nos universités doivent être des lieux de débat sains et ne doivent pas être des tribunes publiques pour ce genre d'appel. Je suis Alors juste entièrement d'accord. Alors, point, Madame Naro qui va peut-être lire les premiers commentaires qui tombent sur les réseaux sociaux de Twitch. Ok. Alors, on a Dave qui nous dit qu'une grève, c'est avant tout un désaccord. La réforme concerne les Français. S'ils se mobilisent, c'est qu'il y a un désaccord avec les politiques. On a ensuite Jacques Périclès qui nous dit également que la retraite, les gilets jaunes, Nuit debout, la manif pour tous, Maastricht, c'est la 5e République. Le souci, ça commence à se voir. Qu'en pensez-vous? Pour monsieur Jacques Périclès. c'est un désaccord. C'est un désaccord que j'ai avec lui. C'est un point de vue qui peut se défendre. Après, je pense que nous vivons pas dans la même 5e République. Voilà. Et pour Dave, que je salue, Et qu'on salue tous. un camarade de classe, un collègue, manifester est bien évidemment un droit. Les Français ont manifesté une certaine opposition qui pas besoin d'être un grand mathématicien pour se rendre compte que ce n'est pas 50% plus 1 des Français. Et donc il y a un désaccord, mais ça ne concerne pas une majorité de Français. Alors je fais juste un petit point parce que je viens de lire un message sur le live. On aurait dû avoir normalement une 4e Effectivement. débattrice, Amanda, Qu'on qui salue. malheureusement qu'on salue très amicalement, qui n'a pas pu être présente ce soir, et qui aurait dû représenter l'aile gauche, être contre la réforme. Et donc du coup on la salue et on voulait le préciser parce qu'effectivement, voilà. Alors juste sur le commentaire de Dave, j'ai rien de plus à dire. Oui, manifester est un droit. Voilà. Et puis sur le commentaire de monsieur Jacques Périclès, j'ai pas de choses à ajouter. Enfin, c'est un avis personnel. Enfin, c'est pas le débat, tout simplement. Et pour le commentaire de Dave, j'aimerais bien rappeler une chose. Quand les gens en arrivent à la violence, c'est les faits et non la cause. S'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Donc, ce que mes camarades disent, c'est que même si on prend l'effet, même si on s'oppose au blocus, de toute façon, il va y avoir une contestation majoritaire. J'ai envie de dire que cette contestation est majoritaire selon plusieurs sondages d'ailleurs. La majorité des Français sont pour faire grève. Alors peut-être pas tous sont pour un blocus, mais cette grève, ça amène forcément à, on va dire, paralyser le pays économiquement, vu que il n'y a que comme ça que le gouvernement pourra reculer. C'est une forme d'expression. T'es en train de, si je te suis, tu es en train de dire qu'il y a des causes qui justifient la violence. Moi, j'ai dit que c'est l'effet. Quand il y a une violence, c'est l'effet. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut traiter la cause. C'est justifiable. Non, j'ai dit qu'il faut traiter la cause. J'ai pas parlé de justifier ou pas. J'ai dit qu'il faut traiter la cause. Quand on voit Toutes les causes ne se valent pas mais non. pour la violence. Quand j'ai dit traiter la cause, j'ai pas dit que la cause, que les causes se valent ou pas. J'ai dit qu'il faut les analyser d'une manière scientifique, rationnelle, voir pourquoi il y a cette cause, voir qu'est-ce que ces causes
produisent, qu'est-ce que ça fait, et voir concrètement comment on peut endiguer cette cause et non pas l'effet qui est de bloquer, c'est comme cette grève actuellement. Il y a une grève actuellement, c'est l'effet. On ne peut pas dire pourquoi il bloque le pays. Non, c'est parce qu'il y a une cause. La cause, c'est la réforme des retraites, et pour endiguer cette cause, il faut supprimer la réforme des retraites. Je vais juste apporter un point de détail sur ce que je disais. Quand je parlais de toutes les causes ne se valent pas, je ne parlais évidemment pas de la retraite. C'est-à-dire que la réforme des retraites est une cause légitime de manifestation. Voilà. C'était par rapport à la violence d'un aspect général. Voilà. Monsieur Je ne Loigny avait cautionne pas quelque chose à dire. je ne cautionne pas la violence. Non. Juste sur les 80% de personnes qui s'opposent qui sont pour à la manifestation, c'est ça? Je pense que ça doit être le sondage IFOP dont tu fais allusion. Oui, C'est- plusieurs sondages parce que ça varie entre 80 et 70%. Mais... La plupart des sondages, c'est plutôt êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites et pas pour ou contre la manifestation. Non, mais il y avait aussi des sondages qui disaient êtes-vous pour faire grève, êtes-vous contre aussi, t'as raison, contre la réforme des retraites. Et dans tous ces cas-là, il y avait des Français majoritaires qui étaient contre la réforme des retraites. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur peut-être les difficultés de pédagogie de la part du gouvernement. Effectivement. Bédana, pour des réactions. Alors on a Ati BZH qui nous dit qu'elle pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de perdre un jour de travail et donc une journée de salaire. Or, s'il ne peut s'y rendre à cause des transports bloqués, comment on fait? Comment on fait, Gabriel? Alors, Ati BZH est un homme, Bédana. Non, t'as dit elle, c'est pour ça. Que je salue d'ailleurs. Et je suis totalement d'accord. Comment on fait? Il y a des gens qui vont perdre des jours de travail et il y a des étudiants qui vont perdre des journées de cours. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure en exprimant le fait que c'est une prise d'otage des Français et des Françaises, des étudiants, des étudiantes, des travailleuses, des travailleurs. Thomas, quelque chose à dire? Est-ce que c'est le prix à payer ou faut faire avec? Ou faut Oui. faire, J'ai envie de dire, concernant les grèves, il y a un vrai problème qui se pose. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, déjà, quand on fait une grève, c'est un sacrifice que les grévistes eux-mêmes prennent, parce que les grévistes, ils travaillent. C'est pour ça qu'on parle de blocage, parce que ceux qui contribuent à la richesse nationale s'abstiennent et ne sont plus là pour produire la richesse, et donc le blocage de l'économie. Mais concernant la question de comment on fait, j'ai envie de dire, quand la réforme va être passée, comment les gens vont faire pour travailler encore 2 ans de plus? Comment les gens et les travailleurs qui ont parfois pas les moyens, comment ils font pour supporter cela 2 ans de plus? C'est ce qu'on doit se poser. Perdre un jour, oui, mais gagner 2 ans, c'est ça le vrai problème. Mais c'était pas la question. Mais c'est la réponse. Et c'est la réponse. pour certains secteurs d'activité, par exemple les cheminots, pour certains syndicats et par secteur d'activité, il y a des caisses de grève, c'est-à-dire qu'ils font grève et ils sont payés par cette caisse de grève. Par contre, il y a des professions qui, perdant un jour de travail, n'ont pas de caisse de grève pour subir le blocus imposé par les mêmes gens qui, eux, seront payés par la caisse de grève. Moi, je trouve que ça pose un gros problème. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'au fond, ils doivent se syndiquer. C'est pour pouvoir pallier le fait que s'il y a des blocages, pour qu'ils puissent quand même avoir des fonds nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Et ce que j'ai envie de dire, mais quand même, il y a 1 million de personnes sur la rue. Eux tous, ils sont pas syndicalistes, ils sont pas intégrés dans une structure syndicale. Donc, j'ai envie de dire, eux, ils font avec. Et c'est pour 2 ans. Faut pas oublier que c'est pour l'intérêt général et c'est pour le futur. Les gens ne voient pas un jour. Oui, tout le monde sait, on va tous perdre un jour, mais on va gagner 2 ans. Monsieur Limonture, d'ailleurs, à ce propos, une réaction sur le live, cher Bédana. On a un internaute qui nous écrit que les gens, qui estime, donc c'est ex de Verc, qu'on ne pense qu'au bien commun que lorsqu'il s'agit de notre propre bien commun. Donc
individuellement. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Alors je lis donc ex Doverc qui nous dit « Vous ne pensez qu'au bien commun que lorsqu'il s'agit de votre bien commun ». Donc, est-ce que Une c'est réaction. égoïste ou pas? Je Alors, précisais justement précédemment dans les précédents messages, je le cite, merci. Tu en voudras à la République qui impose l'individualisme, les gens ne voient que eux-mêmes et dans ma réaction j'en suis une conséquence. C'est Un avis, Thomas? un avis, Thomas? oui, c'est vrai. Après, concernant le fait qu'on pense nous-mêmes, j'ai envie de dire c'est un vrai problème de société, l'individualisme et l'indifférence. C'est-à-dire, moi ça va pas me toucher, donc au final, ça me concerne pas. Au contraire, on est tous interconnectés. Du boulanger au boucher, nous sommes tous interconnectés. Nous devons faire société ensemble et penser à l'autre. Dire avant tout, c'est penser à l'autre. Si on ne pense pas à l'autre, tôt ou tard, le problème va se répercuter sur nous. Parce qu'il faut bien qu'on mette en place l'équation, c'est de se dire que je ne pense pas à l'autre, mais tôt ou tard, ce qui arrive à l'autre va se répercuter sur moi. Parce qu'on vit en société, par exemple, pour l'épidémie en Chine. Qui aurait pu prédire que une épidémie en Chine allait nous toucher, nous, aux Antilles, dans les Amériques? C'est parce qu'on est tous interconnectés. C'est tout simplement parce que on doit penser aux autres, on doit penser à l'autre, j'ai envie de dire. Merci Monsieur Limonture. Troisième grande question posée ce soir et qui rejoint d'ailleurs un petit peu la deuxième question. Comprenez-vous les arguments avancés par les syndicats étudiants qui sont contre la réforme des retraites? Monsieur Grenier. Alors, juste rapidement pour revenir sur la question précédente, au-delà de la question de l'individualisme, moi demain je penserai aussi aux TPE, PME et aux artisans, et aussi de façon générale en province, plutôt au pays réel qui subira peut-être les conséquences de ces grèves involontairement, et quand on connaît les difficultés économiques de certains de nos acteurs aujourd'hui qui font la richesse nationale, je pense à... D'ailleurs, ça rejoint, il y a juste un commentaire sur le live de Jacques Périclès qui nous dit « Après, ça devrait tellement dépendre des métiers. Un juge, un diplomate, ça peut bosser jusqu'à 70 ans, dit-il. Un mec qui bosse au champ ou à l'usine, les mecs qui veulent les faire bosser jusqu'à ces âges-là, ils ont jamais fait pousser un radis ou bosser On parlera, à la oui, mine. de la- Très bien, j'aimerais revenir. Monsieur Salès. La réforme, parce que c'est quand même le sujet principal, la réforme prévoit des mesures sur la pénibilité du travail, sur les carrières longues et sur l'usure professionnelle. On en Ça, reparlera on en d'ailleurs. parlera, tout à l'heure, mais bien sûr. oui, un magistrat peut possiblement travailler jusqu'à 70 ans, après ça dépend de son état de santé, mais ça c'est des cas individuels. Sur un cas général, je suis bien d'accord que quelqu'un qui travaille au champ a un métier beaucoup plus pénible qu'un Et magistrat. c'est une des préoccupations d'ailleurs de cette réforme. Mais monsieur Périclès, si je peux me permettre, on y reviendra et les questions sont toutes bien évidemment pertinentes. Voilà. Je répondrai du coup à la question sur les syndicats étudiants. En l'occurrence, ce sont souvent les mêmes, Solidaire, UNEF, FSU, etc. Il se trouve que cet après-midi, nous étions à une AG de Solidaire, et la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que c'était une AG concernant la grève qui suivrait suite à la réforme des retraites, et que finalement, le questionnement, c'était plus des revendications, je dirais pas utopistes, mais qui en tout cas, le RSA à 18 ans, le salaire étudiant, la reconnaissance du temps passé en études dans la question des retraites, etc. Je ne dirais pas que c'était un petit peu détaché, mais en tout cas, voilà. Concernant les syndicats étudiants, simplement, je dirais que ils sont dans leur rôle, c'est peut-être quasiment le seul principe de leur existence de vouloir lutter. Alors, chacun fait à sa différence, il y a d'autres syndicats qui ont choisi une autre voie, je pense à l'UNI par exemple, qui eux ont plus tendance à s'approcher des élus et à rester en dehors des questions de la rue, en bien ou en mal, c'est pas la question. Et je comprends cet appel des syndicats étudiants. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur peut-être la question des étudiants et de cette réforme des retraites. Mais pour le coup, alors est-ce que je comprends? Oui. Est-ce que je soutiens? Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, j'ose espérer que ça n'entachera pas leurs études. Monsieur Limonture. Alors, j'ai un désaccord avec Benjamin. C'est qu'en fait, quand il a parlé de
de vision utopiste, mais j'ai envie de dire, quand avant il y avait des jeunes mineurs travaillaient à la mine, on pourrait très bien se dire que en abolissant le travail à la mine pour les mineurs, on pourrait très bien se dire, mais c'est utopiste. Je veux dire, si on se bat pas pour un futur meilleur, même si ça va nous coûter un sacrifice certes, mais on doit toujours aller vers le meilleur, même si ça va nous coûter un prix sur le court terme. Mais c'est ce qu'il faut voir, c'est les tendances historiques, c'est au long terme. C'est pareil pour la réforme des retraites, c'est voir les tendances historiques et ne pas juste réagir à chaud pour 13 milliards de déficit. Ce que j'ai envie de dire, pour rejoindre sur les syndicats, j'ai rejoint après, je suis nuancé dessus, puisque il faut une organisation assez fixe, organisée avec une fermeté concernant le mode d'organisation des syndicats étudiants. Et concernant leur blocus, j'y comprends tout à fait et je suis pour leur action. Tout se laisse. Juste, je rajouterais, c'est peut-être utopiste, mais enfin, bon, on verra juste plus tard si tu acceptes de payer 5% d'impôts de plus pour financer tout cela. Oui, Allez-y, monsieur Ingdur. Oui, non, après, bien évidemment, 5% c'est en fonction... C'est un mot, c'est un chiffre au hasard, oui, je parle de 5%. Je vois. Mais payer 5% d'impôts, mais pour un service public fort, pour des routes, pour des universités meilleures, je veux dire, on paye 5%, mais c'est toujours ça. Je vais voir très bien 5% qui sort en plus, etc. Mais si les routes s'améliorent, si on a un service public fort... Les routes, c'est privé. Monopolistique. Les routes, c'est privé ? En tout cas, les autoroutes, oui. Non, mais les nationales concernant... Enfin, aux Antilles, ça concerne les régions. Enfin, ça concerne les régions. J'ai envie de dire... C'est à la charge des collectivités locales. Voilà, c'est public. Donc, je reviens. Sur... Si on paye 5%, c'est pour un service public fort et compétent. Je veux dire, si on brade nos fleurons, si on brade tout, mais je veux dire, pourquoi faire ? C'est pour ça qu'il faut voir au long terme. Ne pas se dire, oui, on me prend 5%, mais qu'est-ce que ça va rapporter à la collectivité ? C'est ça, c'est diminuer la pauvreté. C'est mettre en place des investissements sur le long terme. Avoir une tendance historique, une vision globale, c'est ça ? Alors moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, alors complètement non, mais je suis d'accord avec le Vous avez déjà dit complètement ? Oui, je le retire. Sauf qu'il y a une réalité à voir, c'est que on est le pays qui taxe le plus, on est à 45%. On est le pays qui taxe le plus dans les pays de l'OCDE. Et je pense que les Français ont envie de gagner de l'argent sur leur travail et quel mauvais signal envoyer qu'une augmentation d'impôts, de taxes, et voilà. Et alors, sur la question des syndicats étudiants, sur le fond, j'admire les étudiants qui s'engagent, quel que soit le syndicat, car l'engagement, c'est ça qui fait bouger les choses, et donc du coup c'est formidable. Après, il y a certaines idéologies qui s'infiltrent dans nos facs et qui nient beaucoup de choses, qui criminalisent, non, je vais pas utiliser des grands mots, mais qui ça va me revenir. Merci. Qui portent préjudice à un développement intellectuel en imposant beaucoup de limites à certaines personnes. Alors après, c'est un débat sans fin, mais voilà, il y a des idéologies qui ne sont pas très républicaines, je trouve. Bon. Ensuite, sur la troisième chose que je voulais dire, donc on a effectivement participé à une AG de Solidaire qui était, je trouve, assez bienveillante. Relativement pluraliste pour ce syndicat. Oui, exactement. Et pour avoir fait relativement d'assemblée générale à Tolbiac, on va dire que la pluralité d'opinion était beaucoup plus tolérée dans notre AG dans leur AG dans laquelle à laquelle on a participé, pardon. Bon, voilà. Juste pour dire que il y avait la réforme des retraites qui était à l'ordre du jour, mais il y avait aussi
une mobilisation pour le 8 mars, la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est bien ça, Vedana. Et juste pour rappeler que c'est une cause pour laquelle il faut tous se mobiliser. Comme pour la réforme des retraites. Non, enfin après c'est chacun voit midi à sa porte, mais je pense que la cause des violences faites aux femmes doit tous nous rassembler. C'est d'ailleurs la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron et en ce sens je salue cet engagement. Plusieurs lois ont été d'ailleurs votées au Parlement. Le sujet c'est la réforme des retraites. Oui, mais c'est important. On est dans la semaine du 8 mars. Et c'est pas le sujet important, mais chaque chose. Mais on en a parlé tout à l'heure en AG et je trouvais que c'était important de le dire en public. Le 8 mars, si les syndicats nous laissent nous déplacer, allons manifester. Ok, très bien. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit sur le pays le plus taxé. Attention. Payer le plus taxé ne veut pas dire qu'on ne peut pas se poser une question des fonds, des questions sur l'efficacité des fonds. C'est-à-dire, on peut très bien être le pays le plus taxé avec des dépenses rationnelles, contrôlées et efficaces. Ça ne veut pas dire... en émettant de la dette ? Mais attendez, la dette est à 116% actuellement et pourtant, le service public est pas top. Vous voyez ? Parce que l'État comble. Non. Parce qu'il y a des déficits publics. Il y a une dette sociale. Mais et c'est bien d'ailleurs, pour revenir, si tu voulais revenir sur la réforme des retraites, c'est bien ce qui préoccupe cette réforme, c'est l'équilibre du budget. L'équilibre du budget des retraites, pardon. Oui, l'équilibre du budget des retraites, mais je veux dire, enfin ils vont revenir tout à l'heure, mais sur les laisser parler par contre. Ouais. Sur ta question, allez-y. On peut se poser la question de l'efficacité et actuellement on a une dette qui est à hauteur de 116 ou 118%. Et pourtant, comme j'ai dit, notre service public n'est pas mis. Donc, la question de l'efficacité doit se poser. Et j'ai envie de dire, on m'avait parlé du pays le plus taxé au monde. Mais pourquoi pas de l'univers carrément? Première chose, pays le plus taxé ne veut pas dire que c'est réparti justement. Ça ne veut pas dire que c'est équitable. Peut-être on taxe que la classe moyenne, mais pour les plus riches, on les taxe qu'à peine de 2% ou de 3%. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, pays le plus taxé, mais regardons les faits. J'ai envie de dire, il y a la réalité, oui, la réalité. On nous parlait avant la Covid en disant que, oui, mais l'argent magique n'existe pas. La BCE a injecté 4 000 milliards dans l'économie européenne. Parce qu'il y a deux types d'émissions de la dette. Il y a l'émission de la dette pour mener de grandes réformes ou pour éviter un naufrage économique, ce qui s'est passé pendant le Covid, le quoi qu'il en coûte. Et il y a l'émission de la dette pour combler des déficits publics sur par exemple sur les retraites. Creuser la dette sociale, c'est pas bon. Par contre, émettre de la dette pour faire des grands projets, construire un aéroport par exemple, pourquoi pas. Messieurs, pour rester clair, pédagogique et percutant dans nos débats, on fait une petite pause, évidemment. Et d'ailleurs, ce débat occasionne beaucoup de réactions sur le live Twitch. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents et de vous manifester. Respectueuse, j'espère. Évidemment, toujours dans le respect. Et cher Vedana, tu vas nous lire quelques réactions que tu as pu décrypter. Donc nous avons Quentin qui nous dit que 5%, alors je ne pense pas que cela changera grand-chose à nos services publics, il faudrait plutôt savoir où partent nos impôts. On a Monsieur Berthelet qui nous dit que les secteurs de l'éducation, de la santé, du régalien, les moyens semblent être au plus bas et nous n'avons jamais été autant taxés qu'aujourd'hui. Ensuite, Maurras, et pour renforcer cette notion, il faut virer tout ce qui est inutile. Pour les impôts, il faut les rendre utiles. Vos réactions. Alors ma première réaction, c'est que une fois de plus, les 5%, c'est un exemple. Voilà. Évidemment, concernant la question des impôts, il est vrai qu'effectivement, on est l'un des pays les plus taxés et on peut se poser effectivement légitimement la question de savoir où va cet argent, puisque effectivement, on paye beaucoup et cet argent n'est peut-être pas investi de la façon qu'on le souhaiterait. Et sur la dernière question, je ne sais plus ce que c'était. La dernière réflexion.
La réflexion de Tim Berthelet. Oui. Non, c'était l'autre, c'était Maurras, je crois. Qu'il faudrait enlever tout ce qui est Oui. inutile. Oui. Et les impôts, garder le plus utile, les impôts. Oui. Alors, Tout est utile dans les impôts. oui, très bien, et je te rejoins, et j'ai envie de dire, mais quand on définit ce qui est utile et inutile, ça c'est un débat de fond, et comment le faire, puisque certains vont considérer que ça c'est plus utile, ça ce n'est pas utile. Moi, ce que je considère utile, c'est surtout l'éducation, la justice, le régalien, et nos services publics, transport, voilà, je pense que j'ai fait ton fin. J'ai pas été exhaustif, mais voilà. Et sur la première question le premier commentaire de Quentin, et je rejoins tout à fait. Faut aussi parler, comme j'ai dit, de la question de l'efficacité et de la transparence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir de transparence. Évidemment, il faut se poser la question de où va nos impôts, ce que j'ai envie de dire. Et c'était quoi votre commentaire? Enfin, il n'y avait pas d'autres commentaires? Je pense que c'était... C'était Oui, je pense que c'était bon. Alors, Peut-être Monsieur Salès, peut-être laisser parler quelques instants. Et après, on passera à la prochaine question. Sur l'utilité des impôts, aujourd'hui, tous les impôts collectés vont pour le bien des Français. Par exemple, les impôts locaux qui vont directement dans la construction, dans la construction d'infrastructures publiques, dans le renforcement de la sécurité publique et plein d'autres exemples, tous aussi barbants que les uns que les autres. Hein. Après, il y a une deuxième catégorie pas d'impôts, mais de prélèvements, c'est des prélèvements obligatoires, qui représentent à peu près alors c'est une grande fourchette, mais entre 700 et 800 milliards d'euros par an, et qui servent à payer notre modèle de santé. À titre d'exemple, notre modèle de retraite, parce que c'est le sujet principal, coûte à l'État, le coût de ce système est de 310,6 milliards d'euros. des retraites Oui. 331. 331 ? Merci. Je suis pas très précis, mais bon, on est dans les ordres de grandeur. Ça représente 14% du PIB. Exactement, 14,4. Benjamin, notre capé. Nous avons les mêmes chiffres. Ah. Jusque-là, ça va. Bien justement, On est on bon. va en arriver là. C'est pour vous, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'impact, s'il y en a un, qu'aura la réforme des retraites sur les jeunes et plus particulièrement les étudiants? Et est-ce que ce n'est pas trop utopiste de parler de la retraite quand on est encore étudiant? Monsieur Salès. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour parler de retraite. La preuve, on est tous en train de débattre autour de cette table sur ce sujet. Après, l'impact, c'est vrai qu'il est très éloigné. Quand on est étudiant, on pense plus à au travail qu'on va effectuer plutôt qu'à la retraite qu'on va avoir assez tardivement, c'est vrai. Juste donner un exemple, je m'étais jamais posé la question, et c'est vrai que cette réforme des retraites m'a fait me poser la question, et donc moi j'ai 24 ans, j'ai déjà fait un cursus universitaire, je rentame un deuxième master en M1, donc oui, comme je le disais, j'ai 24 ans, et si, en faisant le calcul, avec la réforme, je partirais à 68 ans, retraite complète, sans décote, donc voilà. Enfin, je partirai à 67 ans, parce que c'est la limite sans décote, mais pour le calcul. Monsieur Grenier. Oui, bah justement, on peut être jeune et parler de retraite, ça me choque pas, c'est comme on peut être une personne âgée et parler de précarité étudiante. Je veux dire, c'est un sujet citoyen, tout le monde a le droit d'en parler. Sur la question de savoir si c'est pas un peu utopique d'en parler, et si ça nous regarde ou pas, ça nous regarde totalement. Parce que la réforme d'aujourd'hui, c'est une réforme qui évidemment, c'est le système par répartition, de facto se base sur le principe de solidarité. Et aujourd'hui, ce principe de solidarité, excusez-moi, il se base sur l'idée de créer toujours plus d'actifs en rapport avec le vieillissement de la population. Et cette population qui n'est pas encore active, qui va devoir cotiser, ou même qui, quelque part, de façon factice, s'endette déjà en cotisant, c'est nous.
on n'a pas encore commencé à travailler et on va devoir déjà cotiser peut-être un peu plus pour nos parents, nos grands-parents. Et je ne parle même pas encore de nos futurs enfants, petits frères, petites sœurs, qui eux devront cotiser encore plus. Pour nous, ça serait ça l'impact le plus fort. Oui, parce qu'en fait, on est victime. On est véritablement victime. Le système des retraites à 100% de répartition, n'en déplaise à Monsieur Salès, c'est une pyramide de Ponzi immense. Et au bout d'un moment, il va juste manquer un certain nombre de cotisants. C'est pour ça qu'on fait une réforme. C'est pour ça qu'ils font une réforme. Cette partie solidaire qui n'existe pas encore, c'est nous et on nous a pas encore demandé notre accord. Mais d'ici là, il y aura d'autres réformes. Ah oui, mais si elle se base comme sur celle-là, la réforme du gouvernement Borne est proposée par Emmanuel Macron. Dans le texte, elle est bonne, mais globalement, elle ne fait que reculer l'échéance du tsunami. Justement, elle l'évite. Non, elle le recule. Non, c'est en faisant rien qu'on va vers le tsunami. Je me permets de douter de cette affirmation. Personnellement, je suis pas pour un système 100% répartition. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. On n'est pas sur un système 100% répartition aujourd'hui. Non, il y a des fonds privés, il y a des complémentaires, notamment pour les fonctionnaires. Mais pour pas que, mais ça reste privé quand même. Oui. Moi, je pense que pour tous les Français, je suis pas pour un système à capitalisation à 100% comme on pourrait trouver chez nos voisins d'Europe du Nord, parce que je pense que ça reste dangereux et que à l'heure actuelle, la question n'est même plus par exemple à la question de l'emploi. La plupart des Français aujourd'hui trouvent un travail, l'emploi est décent. La question c'est de savoir si l'emploi rémunère et dès lors si on cotise assez. Moi je pense, à titre personnel en tout cas, qu'une capitalisation pour les revenus les plus hauts, c'est-à-dire ceux qui, je vais plaire à Thomas Limonture, ceux qui peuvent se permettre de perdre de l'argent, et plus on descend dans les tranches d'impôts, plus il y aura une balance capitalisation, une balance capitalisation et répartition. Donc du coup c'est créer un système à deux vitesses, c'est-à-dire les pauvres répartition, les riches capitalisation. Non, les pauvres pourront capitaliser s'ils le souhaitent, mais les riches n'auront pas les revenus les plus aisés n'auront pas le choix à partir d'une certaine tranche d'impôt. Bon, c'est une vision, moi je partirais plutôt sur une vision équitable de la chose, c'est-à-dire que tout le monde est soumis aux mêmes règles de retraite, et ceux qui ont les moyens, veulent, etc., capitaliser pour leur propre retraite, ont totalement, aujourd'hui, demain, totalement le loisir de le faire. Le fait que aujourd'hui il y a des retraites, alors ça peut en choquer certains, d'autres non, chacun a eu un travail à cotiser par rapport à ces 6 derniers mois, ou etc., ça dépend du régime, mais le fait qu'aujourd'hui on ait des retraites à 3000, voire même plus, euros, je pense que la capitalisation, eux, ne leur ferait pas particulièrement perdre, évidemment dans un contexte économique favorable. C'est pour ça que moi je ne veux pas privatiser, ce serait la création d'un organisme souverain qui gérerait ça par le ministère de l'économie ou des finances. Mais le fait de ne pas payer ces retraites-là à plus de 3000 euros, on va dire, tout cet argent pourrait évidemment redescendre, pour le coup ce serait du ruissellement qui fonctionne, c'est-à-dire redescendre dans les pensions de retraite les plus basses qui sont aujourd'hui à 961 euros, sans compter, je compte pas par exemple pour les femmes ou les hommes veufs, et évidemment pourquoi pas instaurer un revenu minimal, ce qui est proposé d'ailleurs, ce qui a été une proposition des Républicains à 1200 euros pour les carrières complètes. Juste au SMIC. Au SMIC. Juste avant de donner la parole à Monsieur Limonture, je voudrais apporter une réaction du live Twitch de Tim Berthelet qui nous indique, je cite, « Il faut baisser les retraites géantes des boomers ». Monsieur Salès, est-ce que cette réforme finalement, elle n'est pas faite pour plaire à un certain électorat, celui de Monsieur Macron, en vue d'une potentielle réélection d'un candidat de sa majorité en 2027 ? Je ne pense pas. C'est pas je ne pense pas, c'est j'en suis sûr que c'est pas fait pour justement une échéance électorale, pour la simple et bonne raison que comme on l'a dit tout à l'heure, cette réforme est extrêmement impopulaire, donc je vois pas comment ça pourrait être chez les actifs qui ne votent pas en majorité Emmanuel Macron.
Oui, non mais de toute façon, Sur selon les sondages, la réforme des retraites est d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, est largement populaire. Bon, non, cette réforme, c'est une réforme qui s'imposait. C'était le corps prévoit un déficit. Alors, dans le texte, le corps prévoit un déficit. Le système sera déficitaire les 25 prochaines années. Il sera déficitaire, une hypothèse sur 4. Non, dans toutes les hypothèses. Non. Ah, je te donnerai la page. Ok, très dans bien. toutes les hypothèses, le système de retraite sera Très déficitaire bien. dans les 25 prochaines années. En 2027, nous serons à 11 milliards de déficit. En 2035, nous serons à 22 milliards de déficit. Et vous savez, il y a 10 ans, Tu peux me tutoyer ? combien le corps, enfin, tu sais combien il y a 10 ans, le corps a prévu de déficit? Le corps a prévu un déficit il y a 10 ans, alors que notre système actuel, justement, actuellement, n'est pas en déficit. Donc, faire des prévisions comme ça, se baser sur une prévision comme ça, c'est... Il y a 10 ans, il n'y avait pas le Covid. Le Covid n'était pas passé par là. Mais Et attends, j'aimerais juste... aujourd'hui, aussi- c'est l'excédentaire. Pardon. Peut-être monsieur ça laisse réagir. Ah ok, je que tu me rappelais à l'ordre. Non, du tout, non. Donc, nous avons un déficit d'un côté, et de l'autre côté, nous avons un vieillissement de la population qui a été dit tout à l'heure. Nous sommes à 1,7 cotisants pour un retraité. Ça pose des questions sur la survie de notre système par répartition, qui, je le répète, est un système équitable, et je sais que les Français sont attachés à ce système. Donc cette réforme est faite pour sauvegarder notre système de retraite, sauvegarder les pensions, et voilà, donc c'est une réforme d'équilibre. Après, c'est une réforme à deux jambes, et donc il y a une jambe qui est budgétaire, d'équilibre, et il y a une deuxième jambe qui est sociale. On y reviendra, mais cette réforme, en demandant aux Français de travailler plus longtemps pour rééquilibrer les comptes, elle réinvestit de l'argent sur la pénibilité du travail, les carrières longues et l'usure professionnelle. Voilà. Attends, Monsieur Monture, je vous en prie, après monsieur Oui, Grenier. je vais répondre d'ailleurs à la question, si je vais répondre à Gabriel. Dans un premier temps, alors, entre 60 et 64%, en fait, selon un rapport de la direction de l'animation de la recherche des études statistiques, la direction des statistiques du ministère du Travail, publié en avril dernier, seulement 35% des 60-64 ans exercent un emploi. Donc on voit bien que cette réforme est injuste, et c'est pour ça, quand vous aviez dit, est-ce que c'est pas utopique de penser à sa retraite alors qu'on est étudiant? Moi je dis au contraire, c'est une bonne chose. Vous savez, on disait toujours que les Européens pensent sur 20 ans et les Chinois pensent sur 50 ans. Moi je dis que c'est une bonne chose, c'est que les jeunes pensent au long terme. C'est ça Les le plus Chinois important. ont des dictateurs à leur tête. Mais Nous, on a des présidents élus pour 5 ans. où est le rapport? Leur croissance est à 2%, notre croissance est à combien? C'est ça la réalité. Les Chinois ont un dictateur à leur Mais tête. Nous, on a des présidents le élus dit pour 5 ans. Mais qui le dit? Les... C'est 50%. T'as vu la 50% condition des Ouïghours? 50% d'abstention. C'est quoi? Est-ce que c'est démocratique? Ah, il peut avoir... J'ai pas dit qu'on était dans un système très démocratique. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'était pas dans une dictature. Non mais Ce qui fait une grande différence. J'ai pas parlé ni du président chinois. J'ai parlé d'une... Tu as dit qu'il pouvait avoir des politiques sur... parce que moi, c'est ce genre d'argument qui m'énerve. Parce que la Chine, c'est une autocratie dictatoriale. Il faut toujours prendre les choses sur le long terme. C'est pas, je prends pas la Chine comme exemple spécifique sur tous les points. Je parle de penser au long terme. Et j'ai envie de dire, comme je rappelle le chiffre, 35% exercent un emploi de 60 à 64 ans. Comment voulez-vous qu'on demande à des gens de faire encore des efforts? Gabriel l'a dit tout à l'heure, faut équilibrer le budget, etc. Pour la viabilité économique. Mais actuellement, on est à 118% de dette. Dans ce cas, faut faire une réforme sur la dette. Faut faire une réforme générale alors, puisqu'on est à 160 milliards. Donc on essaie de combler, on demande à des millions de gens des efforts pour combler un déficit de 13 milliards. Pour combler le déficit de 13 milliards, on demande à des millions de personnes, alors que
on a un déficit commercial, on a une dette extérieure, mais ça, on n'en parle pas. C'est ça qu'il faut. Il y a des paramètres plus importants à prendre en compte, comme les conditions de travail. Et M. Gabriel Salès a parlé... En 2 mots. Oui, 2 mots. M. Gabriel Salès a parlé de la pénibilité. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que le gouvernement a supprimé 4 paramètres de pénibilité. La vibration, les produits chimiques et... Ça, on va en parler juste après. Monsieur Grogny, allez-y. Non, pour juste conclure sur cette question et passer à un autre, je vois aussi loin que les Chinois. Et en 2060, un tiers des personnes en France auront plus de 60 ans. Et donc, il faudra financer leur retraite. Et c'est pour ça qu'une réforme est nécessaire. Oui, dans ce cas, une réforme générale est nécessaire. Si on veut penser sur le temps long, Comme c'est pas cette juste... réforme-là. Parce que, mais attends, cette réforme, elle est paramétrique. Au tout début, quelle a été la réforme que Macron a voulu? C'est une réforme systémique, c'est-à-dire par point, en réformant tout le système. Là, vous comblez des trous. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas viable. Vous bouchez des trous de 13 milliards, alors que la dette est à 118%. Qu'est-ce qui est plus important? Une dette à 118 milliards, un déficit... c'est pour éviter l'accroissement de cette dette de 110... C'est 13 milliards, mais elle est déjà... Elle est déjà, mais c'est pour éviter. Mais parce que regarde Thomas, elle est déjà à 60 un déficit du système de retraite de 11 milliards d'euros. En 2030, parce qu'actuellement on est excédentaire. Non, on est en des excédentaire sur l'année 2022, Oui. pas sur l'année sur l'année 2021 ouais. ou 2022, je sais Ouais, plus, mais bon, on est excédentaire sur l'année en cours, donc ça devait être 2022. Par contre, dès 2023, ça part à la baisse, c'est de 2,7 milliards. Non, ça part à la baisse. Si la croissance, elle est sous 0,7%, ça part pas à la baisse systématiquement. Comme vous voulez dire, oui, c'est une catastrophe. Comme M. Véran qui a dit, c'est une catastrophe écologique si on fait grève. Vous extrapolez, c'est pas Moi, le plus important. Rien. Je suis pas le porte-parole de M. Véran. Mais ceux qui sont pour la réforme, vous extrapolez. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Dans ce cas, si vous êtes pour une réforme qui comble 13 milliards, on a une dette de 160 milliards, il y a plus important. Pas et les que 13 milliards. Mais elle comble 100 milliards d'euros d'ici à 2035. Mais c'est des prévisions. Pardon. C'est extrêmement difficile. Mais de toute façon, comment veux-tu qu'on fasse des choses sans prévoir? Mais attendez. C'est bien dans la prévision qu'on organise l'avenir, cet avenir qu'on doit assurer pour nos enfants, pour nous et pour nos enfants. Très bien. Mais actuellement, on a un déficit de combien? C'est parce que vous n'avez pas prévu. Pareil. Mais moi, je n'ai rien fait, moi. Non, pas vous, désolé. Pas vous en général. Mais le gouvernement n'a pas prévu plusieurs choses, notamment pour les masques. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que il faut se poser aussi la question. Il faut se poser aussi la question des conditions de travail. Si cette réforme entièrement d'accord. Si cette réforme est aussi populaire, c'est parce que les gens ne veulent plus travailler. C'est parce qu'ils sont dans des conditions déplorables. C'est cette question et cette thématique qu'il faut se poser. Monsieur Lassalès, vous confirmez? Je suis entièrement d'accord avec toi et justement, si j'étais le gouvernement, ce serait mon prochain chantier. La question de... parce que faut bien être d'accord, moi je suis pour la réforme parce que je pense qu'elle est bonne pour notre système, mais il faut aussi que les gens aient envie d'aller au travail, c'est un grand mot, mais au moins n'accusent pas une pénibilité excédentaire dans leur travail. Ah non, ils accusent pas une pénibilité excédentaire, c'est... Non, plus de pénibilité que la pénibilité du travail elle-même. Oh non, ils exagèrent. Ça veut dire qu'ils exagèrent, ils exagèrent pas. Non, pas du tout. Voilà. Ah non, pas du tout. Je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui trouvent leur travail pénible alors qu'il n'est pas censé l'être. Non, mais comment vous pouvez dire ça? Vous pouvez pas tirer une conclusion hâtive comme ça. Je dis que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le travail est rendu pénible. Ouais, Messieurs, on va peut-être passer à quelques questions et remarques d'internautes. Débat très passionnant. Merci pour votre ferveur, en tout cas. Pour votre ferveur qui nous enchante ici sur ce plateau et qui enchante également les internautes. Chère Bédana. Alors, je vais vous lire à présent la réaction de NDMT 44 qui nous dit « Alors, la capitalisation est nécessaire, on s'enferme dans un système par répartition, c'est bien gentil, mais à chaque fois c'est le même problème, on déplace le problème sans cesse, et au final on se retrouvera à la retraite à 95 ans si on n'ose pas réellement un changement systémique. » 95 ans avec des cotes. Alors Benjamin, est-ce qu'on déplace le problème ou pas? Le problème
du départ à la retraite ? Oui. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, parler avec des gens qui... c'est justement l'exemple de Gabriel, avec des gens qui partent de plus en plus tard, ou en tout cas une majorité de gens qui partent de plus en plus tard, bien que ce serait une question générale, c'est le chiffre du CESE qui expliquait qu'en moyenne, on obtient le premier emploi stable à 27 ans. Aujourd'hui, la question de savoir, faut-il 43 ans, 172 trimestres, 173... c'est plus tant la question que ça. La question, c'est juste une question de cotisation, de durée cotisée et d'un certain montant. Avec la capitalisation, cette question ne se pose pas. Vous pouvez en soi partir quand vous le souhaitez. Évidemment, le revenu dépendra de ce que vous avez logiquement accumulé comme points et ce que les intérêts ont rapporté. Je pense que c'est un petit peu dépassé aujourd'hui de parler de 42, 43 ans à notre période, et d'autant plus que si on continue comme ça, effectivement, ça va continuer à reculer et à reculer le problème. Une fois de plus, la réforme Macron comble les trous, comble les problèmes, jusque 2035. Les annuités, c'est pas Macron, c'est la réforme Touraine 2014 des socialistes au pouvoir. Merci. Très bien. La réforme Touraine qui n'a pas totalement été appliquée jusqu'encore, on essaie de regarder encore les impacts de la réforme Touraine. Elle est complètement appliquée, c'est juste qu'elle est très très longue à mettre en place. En 2024, on passe elle est de pas 41 annuités à 43. C'est-à-dire qu'il y a juste un allongement de 2 ans, mais qui se fait entre 2014 et 2035. Et la réforme actuelle, la réforme qui est en train d'être débattue au Sénat actuellement, propose de ramener de 2035 à 2027. Monsieur Grenier, pour conclure sur cette question. Juste pour conclure, NDM44 a juste raison. C'est dépassé de parler d'une durée de cotisation aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt parler d'un montant cotisé qu'une durée, puisqu'au bout d'un moment, ça va évidemment porter préjudice aux personnes qui commencent à travailler. Mot de la fin, monsieur Salès, mot de la fin. Je me demande ce qu'en penserait monsieur Laurent Marcangeli. Eh bien, on lui demandera. Très bien, on va parler, dans cette réforme des retraites, on parle souvent de la pénibilité au travail. Vous en avez un petit peu parlé, surtout Thomas qui avait l'air d'être très axé sur ça. Quelles sont les répercussions que cette réforme aura sur la pénibilité du travail ? On prend tous l'exemple, puisque l'on parle à un public étudiant ce soir, et chaque étudiant a forcément un cas en particulier, un parent qui se rapproche de la retraite, et ça occasionne des débats en famille, et donc forcément les étudiants sont très au fait de cette question de la pénibilité du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Limonture ? Alors, concernant la pénibilité, c'est un vrai problème. Alors, bien sûr, le gouvernement actuel va dire qu'il prend en compte les pénibilités, oui, tout en supprimant les pénibilités à prendre en compte. Donc, comme j'ai dit, le gouvernement a supprimé plusieurs pénibilités comme les vibrations, la respiration concernant les produits chimiques. Donc, tout ça favorise au fait que les gens actuellement font grève. Donc c'est un faux problème. Comment voulez-vous qu'à 60 ans, quand vous conduisez des transports, bon, je vais pas prendre mon cas personnel parce que je déteste même. Quand je travaillais avec mon oncle agriculteur, je voyais des agriculteurs harassés à 60 ans, même avant 60 ans, quand ils portaient des charges, des sacs de Purina à 25 kilos. Porter ça jusqu'à 60 ans, et surtout quand le gouvernement va dire il prend en compte les pénibilités tout en supprimant les pénibilités à prendre en compte. Ce n'est pas normal. Monsieur Grenier ? Sur la question de la pénibilité, je pense que, premièrement, c'est une question sémantique. Quelle définition donne-t-on à la pénibilité ? Effectivement, je pense qu'il y a un certain consensus sur le fait que porter des sacs jusqu'à 60 ans, ce soit pénible. Et ensuite, on ne profite pas réellement de sa retraite parce que les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, etc. Néanmoins, la pénibilité, on peut très bien travailler dans un bureau, peut-être plus longtemps, mais on aura d'autres problèmes de santé et un autre type de pénibilité. La question de la santé mentale est abordée, mais difficilement.
je vais pas me faire le porte-parole des gens qui travaillent en bureau parce qu'ils ne sont pas non plus les plus à plaindre dans cette question-là, comparé à nos agriculteurs ou nos ouvriers. Mais rester assis toute une journée avec un siège qui n'est pas adapté puisque c'est uniquement pour les personnes qui sont adultes, qui ont une allocation adulte handicapé par exemple, c'est une question qu'on peut se poser. La question des chefs d'entreprise qui, certes, peut-être ne sont pas non plus à plaindre sur une question physique, mais sur une question mentale, à se poser la question de savoir tous les jours, est-ce que je vais réussir à payer mes salariés sans me priver moi-même à la fin du mois. Je pense qu'il y a aussi une question de santé mentale qui doit être abordée dans ces questions de pénibilité. Une fois de plus, la réforme du gouvernement l'aborde, mais hélas, je le regrette, jamais complètement. Monsieur Salès, vous aviez été... Moi je pense que Thomas confond un peu les calendriers. Oui, les critères de pénibilité ont été supprimés, 4, comme tu l'as évoqué, mais ils ont été remis. Justement, c'était la réforme des retraites qui allait sonner la réintroduction de ces critères de pénibilité. De plus, sur le port de charges lourdes, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un problème. Et encore une fois, la réforme prend en compte ce problème avec l'instauration. Il y a eu une loi de santé, la loi santé, qui a été votée en 2022, je crois, en janvier 2022, qui instaure une visite médicale de mi-carrière à 45 ans, et justement le médecin du travail, qui est totalement gratuite et car remboursée à 100%, hein, voilà. Cette visite médicale appuiera sur justement la pénibilité du travail, et par rapport au constat du médecin, s'appliquera à proposer des aménagements de poste, etc. Et tout un tas de mesures qui pourra aller jusqu'à une retraite anticipée pour usure professionnelle. Est-ce que c'est suffisant tout ça pour vous, Thomas ? Oui, très bien. C'est déjà une bonne chose que le gouvernement prenne en compte les pénibilités. Mais ce que je déplore, c'est qu'est-ce que ça va produire au concret, puisqu'on le voit déjà, puisque on aura beau dire que le gouvernement prend en compte les pénibilités. J'ai vu en Suède comment, et d'ailleurs le gouvernement, l'ancien, celui qui a mené la réforme, a parlé de sa réforme des retraites. Qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit des retraités précaires en plus. Je veux dire, c'est ce que ça produit au concret. On peut parler, oui, les chiffres, etc. C'est une bonne chose, mais ce que ça produit au concret, c'est contradictoire, j'ai envie de dire. C'est pour ça que le gouvernement a proposé la création d'un index senior qui est calqué sur l'index Pénico pour la mixité en entreprise, et proposition qui a été rejetée, notamment par le concours des députés insoumis. Bon, je vais digresser un peu sur le sujet, mais les députés insoumis qui ont été incorrects. Odieux, tu peux le dire. Odieux, et pas du tout dans leur rôle. Alors, le blocus peut être un rôle de parlementaire, mais traiter un ministre du Travail d'assassin, se prendre en photo avec un ballon à l'effigie du ministre du Travail, et j'en passe, Louis Boyard qui affiche les noms des députés qui ont voté contre le repas à 1 euro, mesure inconstitutionnelle. Ça on le dit pas, mais par contre on affiche les députés qui ont voté contre. Voilà, je voulais juste digresser sur ça pour rendre compte juste d'une réalité et des pratiques de la France insoumise. Cher Bédana, un petit tour du côté du live. Alors on a Mouras qui nous dit pareil, la pénibilité, il faut avoir déjà fait un travail pénible, alors pourquoi le gouvernement fait une réforme sans s'adresser à des gens enracinés ? Non, on se base sur des chiffres obscurs. Et puis à Jacques Périclès de poursuivre, mais ça me tue comment le mec LRM veut résoudre des problèmes alors que son parti et courant de pensée en sont la cause. Voilà. Beaucoup de questions. Des réactions. Quelques réactions. Monsieur Salès. Monsieur Salès, oui. Vous êtes ciblé. Ou pas. Oui, ou pas. Ou pas. Bah, je me sens pas visé. Tu te sens pas visé, donc... Ah bon Gabriel. Bref.
excusez-moi, j'étais un peu dans mes pensées sur la première question. Alors la première question donc, nous vient de Mouras, Oui. qui je relis son commentaire. Pareil, la pénibilité, il faut avoir déjà fait un travail pénible, alors pourquoi le gouvernement fait une réforme sans s'adresser à des gens enracinés? Non, on se base sur des chiffres obscurs. Alors, je vais dire à Monsieur Maurras, voilà, que le gouvernement a engagé. Alors, moi, je suis pas porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est juste pour préparer l'émission, je m'attendais à ce genre de questions. Du coup, puis bon, je suis intéressé de politique en général. Donc, il y a eu 3 cycles de concertation avec les syndicats, des acteurs locaux, des acteurs, voilà. Notamment un cycle sur cette question de pénibilité du travail. Donc j'étais pas sous la table, mais j'imagine qu'ils ont pris en compte l'avis d'acteurs qui étaient bien concernés par le sujet. Donc les chiffres obscurs, je pense que renseignons-nous avant de dire des bêtises. Et sur le deuxième commentaire, Et sur le deuxième commentaire, bah écoute, monsieur Jacques Périclès, je n'affiche aucune appartenance à un parti. Voilà, peut-être que ça peut. Bon, bref, mais j'ai pas bien. En fait, je m'en souviens plus de ce qu'il a dit, mais. Alors lui explique que donc, le parti LRM veut résoudre des problèmes, alors qu'ils sont la cause de ces problèmes. Je pense que tout le monde crée des problèmes, tout le monde crée des solutions, et je sais pas quoi répondre à ça. Ça, c'est ton point de vue. C'est votre point de vue, pardon. Familiarité. d'ailleurs, juste autre commentaire qui vient de parvenir de Maurras qui nous dit, je cite, « Les députés et le gouvernement sont des voleurs et des assassins depuis 1934 ». Monsieur Grenier, peut-être une réaction par rapport à ça. Grenier ou Thomas. Thomas. J'avais envie de réagir. Quand on parlait de Louis Bouillard, etc., j'ai envie de dire, on surréagit face à des députés qui font des actes, etc. Mais parlons de la réforme et comment dire, La France insoumise nous empêche d'en parler. des réels au concret. C'est réel. J'ai envie de dire en parler, mais il faut la supprimer carrément, vu que y a un mouvement qui est majoritaire, que la plupart des Français sont pour. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça produit au concret? On parle de Louis Boyard, etc. Alors que l'Assemblée nationale, c'est là pour représenter les mouvements, ce que la France ressent, quoi, ce que les citoyens français ressentent. Je veux dire, l'Assemblée nationale, ce n'est pas là pour juste parler, etc. C'est fait pour ça, l'Assemblée nationale. C'est fait pour débattre avec une fermeté, certes. C'est fait pour débattre. Pas mettre des pieds sur des têtes de ministres du travail ou Mais traiter des ministres du il travail. n'était pas à l'Assemblée nationale. Non mais c'est pas parce qu'il Voilà. est à l'Assemblée nationale que poser avec son écharpe, écrasant la tête d'un ministre, excuse-moi mais ça me rappelle des heures sombres de la Révolution française. Oui, ok, un seul individu, mais qu'est-ce que la réforme des retraites va produire? Combien de souffrances qu'elle va produire? Vous me parlez d'un individu, je vous parle de l'intérêt général. C'est deux choses différentes. Pourtant le respect doit se tenir dans les débats. Non, et mais on parle pas de respect, on parle des conditions de vie au concret. C'est Mais ça, parce que la tu- réalité parce que- matérielle. Parce que tu as mêlé ce sujet avec la question des retraites. Mais nous, ce qu'on disait à la base, c'est le comportement des députés. Ce n'est pas le sujet, c'est parce que toujours, je vais peut-être prendre. Les Français ont besoin d'être représentés avec diligence. Je vais peut-être prendre la philosophie utilitariste, mais j'ai envie de dire satisfaction et insatisfaction. Qu'est-ce que ça va produire au concret? Je veux dire, la réforme des retraites va augmenter la souffrance majoritairement, tandis que ce que quelques-uns des députés font, qu'est-ce que ça va faire au concret? Je veux dire, Ce que la ça fait au réforme concret- des retraites va produire beaucoup plus de souffrance et beaucoup Ça- plus irrationnel que quelques-uns des députés. Quand Ça n'a pas des lieu d'être des représentants de la nation font des choses qui sont relayées et qui sont vues des millions de fois, ça attise ce sentiment de violence, cette envie de violence. Cette violence, d'ailleurs- elle était déjà attends, là, elle était déjà là même avant. D'ailleurs, non C'est- oui, mais il représente, elle- elle peut- c'est le fruit de elle cette peut violence. être C'est là, l'effet et mais non la cause. la violence c'est comme un feu, ça s'attise. Et justement le format TikTok, je sais pas combien de secondes, est génial pour ça, pour attiser les passions des gens, parce ils jouent là-dessus. Et Louis Boyard qui invective un ministre, etc., ça participe déjà à la bordélisation du débat Mais et quelle à l'augmentation de la bordélisation, violence. il n'y a pas de bordélisation, faut arrêter. On n'a pas regardé avec les mêmes des images mots, de l'Assemblée nationale. avec des mots. Oui, je pense que Thomas, tu as regardé. Comment
C'était l'Assemblée nationale T'as de dû France, confondre- pas de... Tu as dû confondre avec le Sénat. J'ai envie Oui. de dire. Ah oui, le Sénat. Enfin bref. Enfin bref. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le sujet le plus important. Quand on parle des conditions de vie, c'est des choses que les gens ressentent matériellement. Ce que vous parlez de député qui met la tête du ministre du Travail, c'est... Voilà, ça ne fait rien au député qui vit très bien d'ailleurs. C'est... Voilà quoi, j'ai envie de dire ça. Tandis que la réforme des retraites, c'est des millions de gens qui vont être touchés. C'est pas juste Olivier Dussopt. C'est des millions de gens, donc j'ai envie de dire, ça n'a pas lieu d'être. Mais cette bordélisation du débat, ça touche des millions de Mais gens. s'il y a une bordélisation du débat, c'est parce que les gens sont contre. C'est pas parce que... C'est pareil. Mais tu peux être contre et pacifique. Mais attends, et qu'est-ce que ça produit? Ça ne produit Genre, jamais rien. moi, veux dire, je suis contre le blocus de demain, c'est pas pour ça que je vais aller taper je ceux veux qui dire, bloquent. je veux dire, tout le monde pourrait être pacifique si on retirait si le gouvernement retirait la réforme des retraites. Je veux dire, les grandes luttes se sont menées, désolé de le dire, mais par la violence. C'est pas de ma faute. C'est pas de notre faute. C'est parce que c'est comme ça. Le rapport de force est structuré de tel que les travailleurs ont beaucoup moins de poids qu'un député. Donc, je vais pas extrapoler sur un député qui il a eu sa tête, voilà. On va pas Tu parler minimises. 2 heures sur lui. Minimiser de quoi? Mais tu minimises l'impact Je minimise sur pas les du tout, travailleurs. j'ai développé mon argumentaire, je minimise pas. Non, si tu minimisais pas, Moi je dramatise pas, c'est différent. T'aurais été contre la réforme si tu minimisais pas, puisque elle est assez importante. Mais, Monsieur Limonture, par rapport au commentaire que j'ai cité juste tout à l'heure, est-ce que vous pensez pas que ça participe à la cacophonie, ces invectives violentes de la part de sympathisants? Est-ce que vous pensez pas que ça participe à la cacophonie du débat? Oui, après, la cacophonie du débat, c'est un grand mot, je veux dire. Le débat, il est là, il doit être ferme, puisque le débat représente... on parle beaucoup de débat, je veux dire, ce n'est pas... on n'est pas au café où on débat éternellement, on débat sur la vie des gens. Et c'est là que ça peut produire des affects. Les gens peuvent ressentir des choses, donc ce qui fait que ça va produire une certaine cacophonie. Mais ce n'est pas, là n'est pas la question à mon avis. Très bien, merci beaucoup. Bédana, pour le live. Oui, je voulais juste lire 2 réactions. Donc, la première est de Baron Samedi, pardon, qui demande pourquoi est-ce qu'on fait porter le poids des retraites par rapport à la dette française alors que la caisse des retraites est indépendante. Et une autre réaction de Mouras qui revient régulièrement. Le gouvernement a engagé avec des acteurs soumis. Monsieur Macron est-il allé dans le pays réel? Des acteurs concernés, où sont les preuves? Ils ont écouté mais rien fait et les justifications ne sont que sur des chiffres incompréhensibles, juste la dette. Réaction. Des réactions en conclusion de cette question. Je vais juste conclure sur la question de monsieur Baron Samedi et puis je pense qu'on continuera sur une autre question parce que voilà. Oui non mais il a tout à fait raison. Moi-même je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit absolument faire peser sa dette alors qu'une fois de plus, bon, l'avantage de la retraite par capitalisation c'est que effectivement il faut d'abord une toute première fois renflouer pour payer les retraités à l'heure actuelle. Mais ça se rembourse facilement par rapport aux intérêts. Donc voilà. Une fois de plus, je reste sur ma position. Monsieur Limonture, très rapidement. Et j'ai envie de dire, il a tout à fait raison quand il dit que en fait, le financement concernant les systèmes de retraite, c'est indépendant. Et il demande en fait pourquoi le ramener à la dette. C'est tout simplement parce que quand le gouvernement parle de la réforme des retraites et le propose, c'est le gouvernement met en avant une posture apocalyptique de si on fait pas une réforme, comme si cette réforme est obligatoire maintenant tout de suite, comme si il ne faut pas forcément avoir de concertation, etc. Ce n'est pas apocalyptique. Notre système des retraites ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Il faut arrêter de jouer sur les peurs pour faire passer la réforme des retraites. Si on doit faire passer une réforme des retraites, c'est par la raison et la rationalité. Discuter avec les parties prenantes, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais c'est bien la raison qui guide cette réforme. Donc il y a eu un dialogue social, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Et alors, ça joue pas du tout sur les peurs des gens, c'est une réalité. Non, Le système de retraite sera déficitaire dès cette année. Non, Dès la fin de l'année, il sera déficitaire. Non, il serait déficitaire. Non, il sera. Il serait. Non, c'est une prévision. Vous pouvez pas utiliser le futur, un futur qui est d'après vos sûrs. Non, c'est il serait. Alors, il serait en fonction du taux de chômage. Non, Aussi. du taux de croissance aussi. Et du taux de croissance, mais voilà. Dernier mot, monsieur Salès. Oui, dernier mot. Bon, comment conclure là-dessus C'était quoi la question de monsieur Maurras juste. C'était... Alors, il y en avait plusieurs. Hein. Donc, le gouvernement a engagé avec les acteurs soumis. Monsieur Macron est-il allé dans le pays réel? Des acteurs concernés, où sont les preuves? Ils ont écouté, mais rien fait. Et les justifications ne sont que sur des chiffres incompréhensibles, juste la dette. Attends, C'est pour toi. ça c'est une vision des choses, des chiffres obscurs, je ne sais pas, nous... en tout cas, cette réforme est du côté de l'action française. Très bien, merci. Merci messieurs. Prochaine question. Cette réforme pose également la question des régimes spéciaux, sujet technique certes, mais que nous allons aborder sous un angle percutant. C'est notre credo après tout dans cette émission, vous l'aurez compris. Tous les régimes spéciaux sont dans le viseur de la réforme, sauf ceux des sénateurs. Victorin Lurel, sénateur Parti Socialiste de Guadeloupe, a posé sur la table cette problématique. Les sénateurs toucheraient selon lui, au terme d'un seul mandat parlementaire, 2200 € net de retraite par mois. Pensez-vous que cela met sérieusement à mal la crédibilité même de la réforme? Monsieur Grenier. Alors, je suis d'accord avec lui. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que le Sénat est une institution relativement vieille. Bien qu'on ait quelques genoux, comme monsieur Rémi Cardon, qui a 28 ans, qui est sénateur de la Somme, le Sénat est relativement une institution où, en moyenne, les sénateurs ont 61 ans. D'autre part, ce n'est pas une retraite cumulative, c'est-à-dire que si vous faites un mandat de sénateur, vous allez avoir une retraite de 2200 € uniquement sur 6 ans. Et si vous faites 2 mandats, ça ne sera pas 4400, ça sera toujours 2200. En admettant cela, on rappelle que la plupart des sénateurs sont aussi des élus locaux. Généralement, ça dépend évidemment de la zone, mais les élus locaux sont quand même assez mal payés. Et on doit rajouter le fait que, s'ils ont 61 ans en moyenne, ils vont quitter leur fonction de 6 ans, on va dire aux alentours de 70 ans. Donc ils ne retrouveront pas de travail après. Et s'ils en cherchent un, une fois de plus, l'emploi des seniors, alors bon, je m'inquiète pas non plus pour la réemployabilité des sénateurs, mais néanmoins, sur 6 ans, je pense que 2200 €, ça ne me paraît pas odieux comme redevance. Étant donné que ils ont relativement travaillé assez longtemps, que le Sénat est, à la différence de l'Assemblée nationale, beaucoup plus prenante dans son travail. Les députés travaillent effectivement, on va dire qu'ils vont finir, comme disait, c'est pas Jean-Christophe Cambadélis, c'est Jean-Christophe Lagarde, ont fini leurs 35 heures le mercredi midi. Les sénateurs, c'est à peu près la même chose, mais ce serait le mardi. Le Sénat fait du droit. Donc ça ne me paraît pas inconcevable d'imaginer que effectivement les sénateurs, alors peut-être pas que les sénateurs effectivement, puissent garder leur régime spécial, étant donné déjà premièrement leur fonction d'élu de la République, et le fait que à cet âge-là, je ne suis pas particulièrement étonné d'utiliser une redevance, d'autant qu'elle n'est pas à vie, à la différence... Enfin, ça s'est terminé, mais il y a encore quelques années, nos présidents de la République, eux, avaient des revenus à vie. Ça s'est terminé, maintenant c'est 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur Limonture. Concernant les régimes spéciaux, j'ai envie de dire des travaux spéciaux, des régimes spéciaux, tout simplement. Quand des gens ont des pénibilités différentes, il faut réajuster. Il faut mettre en place des mesures, un système qui prend en compte les différents paramètres. Supprimer les régimes spéciaux, c'est tout à fait irrationnel, puisque, comme on l'a dit, tout un chacun et plusieurs corps ne travaillent pas de la même façon.
Donc il faut mettre en place un régime spécial et assez équitable pour tout le monde et ne pas juste se baser sur l'âge de départ légal à la retraite. Il ne faut pas juste dire que quand on voit par exemple des travailleurs qui partent à 55 ans, il ne faut pas dire que c'est inéquitable, ils travaillent à 55 ans, mais il faut se dire qu'est-ce qu'ils ont vécu auparavant pour qu'ils touchent leur retraite à 55 ans. Et j'aimerais vraiment dire aussi sur un truc, c'est une mesure qui se voudrait équitable, alors que, comme on en a parlé tout à l'heure, le régime spécial au Sénat qui ne va même pas être supprimé, et comme vous l'avez dit, Victorin Lurel qui l'a très bien mentionné, comment des gens, des sénateurs peuvent faire arbitrer sur un projet de loi qui ne leur concerne même pas. Comment comprendre? Parce que ça, il faut comprendre la réalité matérielle. Ça, il faut avoir une vision, une expérience, ne pas juste juger sur papier, ce que j'ai envie de dire. Donc, est-ce que ça vous semble crédible et rationnel, Gabriel, d'avoir ce régime spécial-là gardé? Alors, pour juger sur le papier, comme dirait Thomas, je dirais que non. C'est-à-dire que tout le monde doit être logé à la même enseigne, c'est un principe d'équité. Après, alors, je dois avouer mon impréparation sur le régime spécial des sénateurs. Et puis bon, de toute façon, je trouve que ça reste globalement très mineur. Moi, je pense que, selon mon avis personnel, chacun et chacune devrait être logée à la même enseigne, c'est-à-dire aucun régime spécial. Pourquoi aucun régime spécial? Parce que je trouve absolument effarant qu'un agent de la RATP ait un régime spécial, alors qu'un chauffeur de bus, je sais pas, de la région lyonnaise par exemple, n'ait pas de régime spécial. Donc je pense qu'il faut remettre les compteurs à zéro, tout le monde logé à la même enseigne, c'est ça la vraie égalité. Donc déjà, d'une part, tous les travailleurs de la RATP ne partent pas à 55 ans, c'est ceux qui conduisent les bus et les transports qui partent à 55 ans. Et les cadres dans les ateliers aussi. À 62 ans. Et dans les faits, ils partent à 55 ans. Et dans les ateliers. Et dans les faits, ils partent à 57 ans. Et quand Gabriel dit oui, mais tout le monde doit être à la même enseigne, mais dans ce cas, il faut faire que tout le monde travaille dans les mêmes conditions que les gens, par exemple, que les cadres. Il faut faire en sorte que tout le monde ait les mêmes conditions de vie, mêmes conditions de travail, qu'un cadre. Alors, si on doit loger tout le monde à la même enseigne, vous parlez de loger tout le monde à la même enseigne, alors que tout le monde n'a pas travaillé dans la même enseigne. C'est ça la réalité. C'est sûr, mais par exemple, en supprimant le régime spécial de la RATP, et je pense notamment aux conducteurs de métro, les conducteurs de métro cumulent un nombre incroyable de pénibilité du travail. Donc bien sûr que la réforme doit agir là-dessus. Non, un régime spécial? Non, loger tout le monde à la même enseigne, mais en prenant en compte les critères de pénibilité, à savoir de visuels comme ça, hein, je dirais les vibrations mécaniques, les postures pénibles, ils sont debout, et par exemple le travail nocturne, parce que un chauffeur de métro reste pas une journée, mais très longtemps dans une ambiance nocturne avec une lumière artificielle. Et c'est des critères de pénibilité qui s'entendent et qui peuvent faire partir ces gens-là à 55 ans. Mais tout le monde ne doit pas partir à 55 ans. C'est comme par exemple il y a quelques années, c'était sur la prime charbon. La fameuse prime charbon, est-ce qu'on trouve ça normal que des gens qui ne travaillent plus avec des machines à charbon continuent de toucher une prime charbon? C'est le même principe. Bédana, juste pour Nos live. internautes. Alors, on a une réaction des barons samedi, donc, qui nous dit que la raison est très simple. Le travailleur de la RATP est un semi-fonctionnaire avec un statut spécial. C'est l'obligation de mise en concurrence qui fait que le chauffeur de bus de Lyon se retrouve dans le privé, alors qu'avant, le transport en commun appartenait à l'État. Enfin, le transport commun. Donc, il faut non seulement mettre un régime spécial sur les chauffeurs de la RATP, enfin les chauffeurs de Lyon, c'est ce qu'il faudrait. C'est tout simplement puisque on a mis un régime spécial efficace pour
les travailleurs de la RATP, si on doit loger tout le monde à la même enseigne, on doit faire en sorte que les travailleurs de Lyon soient aussi logés à la même enseigne par le host. Non. Après la bordélisation du débat, la bordélisation du système de retraite. Mais attends, les régimes spéciaux, ça ne veut pas dire bordélisation, vous confondez là. On va créer un régime spécial pour tout et n'importe quoi. Mais, excusez-moi. Mais non, mais vous extrapolez, mais non. On prend en compte des spécificités, ça ne veut pas dire bordéliser, c'est complexe et c'est pour ça qu'on ne doit pas aller. C'était un élément de langage. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas aller vite, on ne doit pas juste tout supprimer, parce que des gens sont dans des conditions de travail différentes. Un régime spécial, j'appelle ça un privilège. Tout simplement. Et comment vous dire la suppression. C'est un privilège légal. La suppression de l'ISF, vous trouvez que c'est. Ah non, mais l'ISF ne rapporte quasiment rien à l'État. Non, mais c'est milliard, c'est quand même. Et de toute façon, c'est pas une question. Oui, c'est-à-dire que l'absence de sociale. taxe n'est pas. Oh, bah tiens, par contre, si, l'absence de taxe peut être un privilège. Voilà. Oui, bah écoute, mais non, c'est pas le débat. Mais quand on prend la chose d'une manière tout de suite, on voit que c'est un privilège, mais quand on regarde l'historicité, comment ils ont travaillé, dans quelles conditions ils ont travaillé, là on se rend compte que bien en fait, ils étaient dans des conditions de travail déplorables, et donc c'est pas du tout un privilège. Mais je minimise pas du tout. Voilà, je minimise pas du tout les conditions de travail. Moi, ce que je dis, c'est que le régime spécial est un privilège. C'est un privilège accordé à une frange de la population. Mais quelle frange de la population? Ceux qui sont dans des conditions de travail les travailleurs de la régie des transports, RATP. Qui sont dans des conditions assez qui sont difficiles, difficiles, mais qui peuvent être pris en compte dans des critères de pénibilité. Monsieur Grenier. J'irai même plus loin, je dirais simplement que le régime par répartition est tout simplement un privilège pour ceux qui n'ont pas cotisé toute leur vie, qui n'ont pas bossé et qui, voilà, tout simplement n'ont pas décidé. Non, c'est un système de justice sociale, et la justice sociale n'est pas un privilège. Pas la justice sociale pour tous. C'est la justice pour tous. C'est ton avis. Le système des retraites par répartition, j'ai envie de dire, bon, je suis en désaccord avec Benjamin, mais c'est aussi philosophique, puisque le système par retraite fonctionne par répartition, et ce que Benjamin voudrait, c'est instaurer une part de capitalisation. Mais quand on regarde, c'est par répartition, et ce que ça veut dire aussi, c'est que on cotise, les plus jeunes cotisent pour nos aînés. C'est ça aussi, il y a une forme de solidarité. Et moi, c'est ce que... oui, mais la solidarité, c'est bien, mais pas à condition que ce soit nous qui soyons perdants. Il faut pas qu'il y ait de perdants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes perdants. Qui nous le serons. C'est bien nos seigneurs. On peut pas sacrifier nos seigneurs. Oui, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la solidarité, c'est à deux sens. Oui, mais... Aujourd'hui, on demande de faire des efforts pour tout le monde, sauf aux retraités. Alors, mais les retraités, mais on peut pas s'en prendre une frange de la population qui sont déjà assez âgés. On demande aux travailleurs, puisqu'ils sont en condition, mais on ne peut pas demander aux retraités qui sont parfois qui sont très âgés. À mon avis, c'est ma réponse à cela. De toute façon, la réforme des retraites qui est présentée demande des efforts juste au travail. Elle n'augmente pas les impôts et elle ne réduit pas les pensions des retraités. Et je pense que c'est, à titre personnel, c'est la meilleure des solutions. Si on augmentait... Parce que moi, je veux juste revenir sur ça, parce que la retraite à 60 ans, qui fait partie d'un programme plus global... Personne n'a parlé de retraite à 60 ans. Non, mais moi j'en parle. Moi j'en parle. Et c'est le programme de Monsieur Mélenchon. Et donc, on n'a peut-être pas parlé de retraite à 60 ans. Mais en fait, finalement, tout ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je me demande où est-ce qu'on va le trouver, cet argent. Pour trouver de l'argent, il y a deux façons. On taxe ou on émet de la dette. On capitalise. Oui, on fait des investissements d'État, mais bon, là, les enjeux financiers sont colossaux. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros, et bon courage. Quels enjeux? Les enjeux de la retraite. Ah oui, par exemple. Cela dit, si le marché va bien, tout va bien. Et si le marché va bien. Si le marché va bien, oui, c'est ça le problème. Si le marché va bien. C'est assez amusant. J'attendais cette critique parce que justement, les gens de gauche, c'est si le marché va bien, et c'est une critique qu'on me fait. Mais le problème, c'est que, faudrait savoir, parce que vous critiquez aussi le fait que le marché aille très bien, justement. Si on investit dans Total, vous inquiétez pas que les retraités toucheront une bonne retraite. C'est certains secteurs qui vont bien. La question qui me pose problème. On investit dans ceux qui vont bien. Et dans les secteurs nationaux et souverains. La question qui me pose problème, les autoroutes. Bientôt 2031, c'est sur les ondes. La question qui me pose problème avec la capitalisation, c'est que ça part d'un principe individualiste que je suis en total désaccord. Et
De deux, on parle certes de super profit, mais ce qu'on aimerait, c'est pas que les gens sont tellement désespérés pour qu'ils aillent vers le marché, mais pour qu'il y ait un monopole d'État, des services publics monopolistiques, et pour qu'un État puisse garantir le système de retraite. Puisque quand on va mettre une part de capitalisation, ça voudrait dire être soumis à des conjonctures étrangères. C'est-à-dire que si le marché mondial ne va pas bien, ça veut dire que les travailleurs aussi, quand ils vont partir à la retraite, vont toucher moins. Donc moi je préfère, enfin c'est philosophique, mais moi je préfère la solidarité entre individus au lieu de juste mettre sur une part de capitalisation qui serait à mon avis pas forcément une bonne solution. Je suis bien d'accord avec toi. La part de capitalisation, c'est pas un manque de solidarité, c'est juste que les revenus seront proportionnels au nombre de retraités et que finalement plus vous avez travaillé, plus vous avez eu l'occasion, la possibilité d'investir, et plus au moment où vous partirez à la retraite, vous aurez des intérêts hauts et des meilleurs revenus. Oui, mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, à part toi, tu l'as fait d'une autre façon, mais il faut aussi penser un petit peu finalement à ceux qui travaillent, à la valeur travail. oui, très bien. Mais Dernier mot, monsieur Limonture. j'ai envie de dire, c'est tout ça, c'est les gens qui ont la possibilité d'investir, et pour ceux qui n'ont pas, ils seront laissés sur les carreaux. Mais la réforme par capitalisation, j'ai envie de rappeler, j'avais vu un article dessus où il y avait où les fonds de pension avaient sous-investi, et la dette était à hauteur de 3000 milliards. C'est bien loin des 12 milliards qu'on trime. Donc j'ai envie de dire, réforme par capitalisation, il faut vraiment avoir une analyse rationnelle dessus et se dire qu'on sera soumis à des conjonctures extérieures au lieu d'être soumis par... Je préfère être soumis par un monopole d'État, un État fort, central, qui affirme sa fermeté et qui aussi agit de manière solidaire en demandant à chacun proportionnellement à ce qu'il peut mettre. Parce que c'est ça la réforme par répartition, c'est ceux qui ont eu la possibilité de travailler plus, les cadres, etc., leur demander plus pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de travailler, qui ont eu des carrières à échec, etc. C'est ça. L'argent passe de la main à la main. Il passe pas par une machine à laver qui risquerait de le blanchir. Voilà. Une machine à laver qu'on appelle le marché financier, excusez-moi de la... Comment conclure de si belle manière, Oui, monsieur Salès? je fais des essais. Et c'est fructueux. Dernière question, question un petit peu bilan de ce débat qui dure déjà depuis pratiquement 2 heures maintenant. Ah oui. Bravo messieurs. J'ai pas vu le temps passer. Tellement intéressant qu'on voit pas le temps passer. Pensez-vous, chers messieurs, que l'entrée des étudiants dans la contestation et sur le long terme peut représenter un tournant et faire flancher le gouvernement, monsieur Grenier? Je pense pas, non. Enfin, je veux dire, le gouvernement elle est relativement déterminé, et puis la façon dont sont menées les contestations étudiantes, que ce soit par monsieur Boyard, comme on l'a dit précédemment, ou d'autres, ce sont des leaders de lutte qui font beaucoup de bruit, mais à partir du moment où on parle de fond, où on essaye finalement de débattre de façon sereine, comme on l'a fait d'ailleurs ce soir, ça boite, tout simplement, hein, ça tient pas debout. Donc, écoutez, ils feront leur petit gris-gris, il y aura des vitres cassées, il y aura des banques attaquées, et puis ceux qui travaillent paieront des impôts pour rembourser tout ça, c'est-à-dire leurs parents, nos parents, et puis d'ici 1 mois et demi, tout reviendra à la normale. Monsieur Limonture. Alors, concernant la venue des étudiants sur cette question de la réforme des retraites, j'ai envie de dire... je suis pour la grève et contre la réforme des retraites, mais même en mobilisant les étudiants, le gouvernement a l'air très sûr de lui concernant cette réforme, et bien que ça peut aussi jouer dans la balance, puisque quand on voit que les étudiants se mobilisent, c'est qu'il y a vraiment, si les étudiants se posent la question sur une retraite qui va advenir dans 50 ans, 60 ans pour eux, ce qu'il y a vraiment un problème, c'est que les étudiants sont vraiment conscients de la réalité matérielle. Ce n'est pas juste des caprices, etc. C'est un vrai travail de fond par eux, une analyse rationnelle pour leur avenir. Et voilà c'est ce que j'avais envie de dire.
Monsieur Salès? Je pense que ça n'aura aucune incidence. Après, je le redis, je le répète, je trouve que la mobilisation étudiante est une très bonne chose, parce qu'il faut que la jeunesse s'engage, avec les taux d'abstention qu'on voit... Sans violence. Oui, j'allais y venir, et voilà, bon. Mais avec les taux d'abstention qu'on enregistre, surtout chez les 18-24 ans, ça fait froid dans le dos. Et donc du coup, quel que soit le bord politique, etc., c'est très très bien que la jeunesse s'engage. Après, j'ai juste un message à faire passer à tous ceux qui auraient l'idée de bloquer les facs, qui ont déjà commencé d'ailleurs. Vous prenez en otage les étudiants. Il y a des étudiants qui n'ont rien demandé, qui sont des étudiants pauvres, qui sont même des étudiants étrangers pauvres, et qui viennent étudier, qui ont la chance, qui ont la chance de venir étudier, parce qu'étudier, je pense, est une chance pour tout le monde, et qui se voient refuser l'accès aux cours pour cause de blocus. Je trouve ça vraiment délirant, donc je demande à ces étudiants et étudiantes qui veulent bloquer de bien vouloir penser à ces étudiants-là. Voilà. Un dernier point sur le live avec Bédana avant la conclusion. Alors une dernière réaction, donc c'est celle d'Ati BZH, qui explique qu'il ne faut pas oublier que tous les jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas des étudiants. Et on les entend moins, les gars vont au travail. Le problème c'est que des lycées... Alors ça c'est NDMT qui dit que le problème c'est que des lycées fac vont être bloqués et ça n'aura aucun fond politique, juste des futurs chômeurs qui ont la flemme d'avoir cours. On a réaction très rapide de Monsieur Gronier d'abord. Alors oui, c'est vrai, d'une part, effectivement, tous les 18-24 ans ne sont pas étudiants et ne sont pas étudiants en fac. On a aussi évidemment nos collègues en professionnel, en BTS, en IUT privé parfois, et même, on peut le dire, en école de commerce, même si je doute qu'elle bloque beaucoup, qui aussi sont impactés évidemment par cette réforme, donc voilà, effectivement, mais bon, nous on parlait en l'occurrence des facs, puisque c'est généralement le lieu le plus propice au blocage. Mais on parlait des étudiants principalement. Oui. Sachant que une grande majorité des étudiants travaillent quand même, ont un emploi à côté. Effectivement. Ouais. Messieurs, c'est l'heure de la conclusion. Je t'en prie. Juste je vous en prie, pour monsieur Salès. répondre à Ati PZH, qui a totalement raison. Beaucoup de jeunes 18-24 ans ont commencé à travaillent. Ati PZH, que je connais très bien, je m'en cache pas, est un jeune boucher diplômé de l'année dernière et qui fait ce métier par passion. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'étudiants, mais on n'a pas parlé des jeunes travailleurs. Mais bon, juste si vous me le permettez, les jeunes travailleurs qui ont commencé avant 16 ans partiront à 58 ans. Les jeunes qui ont commencé à travailler avant 18 ans partiront à 60 ans. Et les jeunes qui ont commencé à travailler avant 20 ans partiront à 62 ans. Voilà. Très bien. Messieurs, on va passer à la conclusion de ce débat très enrichissant. Le tirage au sort effectué en début d'émission, le fameux tirage au sort, a désigné donc Monsieur Limonture comme celui qui va conclure ce débat. Je laisse donc la parole à Monsieur Gronier qui va donc conclure très rapidement sur ce débat dans sa globalité. Dans sa globalité, bon, écoute, je suis content de la forme, de l'aspect serein, évidemment, des débats qui se sont tenus, bien qu'on ne soit pas d'accord et que même à la fin de celui-ci, nous ne le soyons pas, mais ce n'était pas l'objectif. Remercier une fois de plus Radio Rec de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à les suivre sur leur réseau et à follow même la chaîne Twitch. Ce sont de grands professionnels. Effectivement. Salut. Et puis aussi, de façon générale, remercier aussi peut-être le chat d'avoir été respectueux, parce que je le lisais et effectivement, je n'ai pas vu d'insultes, je crois pas. Donc voilà, et puis tout simplement être content de ce débat. Évidemment, les débats ne sont jamais suffisamment longs, mais c'est le cas de la chose. Il y a forcément une petite frustration à chaque fois, voilà, qui est vite comblée. Monsieur Salès. Je pensais pas conclure, mais bon, si on me donne la possibilité, je dirais que je remercie encore une fois Radio Rec de nous avoir accueillis pour avoir ce débat sur la réforme des retraites. C'était très, très enrichissant. Alors oui, en effet, on ne sommes pas d'accord, mais bon,
Je pense qu'on était... c'était couru d'avance, qu'on serait pas d'accord, mais l'important c'est qu'on ait pu exposer nos points de vue. Et c'est un plaisir toujours de débattre avec vous, parce qu'en fait, bon, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, le débat qu'on a fait aujourd'hui, ce soir à la radio, très formel, c'est des débats qu'on a quotidiennement depuis le début de l'année, avec des fois des moments où le ton est monté vraiment fort, mais ça s'est redescendu tout de suite, parce que on est très pris dans nos idées. Voilà. Passionné. Monsieur Limonture, enfin. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier mes amis Gabriel et Benjamin. Petit oubli. Oui. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Hein. Voilà. Et les présentateurs, j'avais pas fini. Et les présentateurs. Et je tiens à remercier aussi Radio Rec. Et ce débat, j'avoue, a été le fruit d'une longue réflexion, et aussi le fait qu'on en a souvent parlé après les cours. Désolé. Il a pas pu taper Gabriel, du coup il tape le micro. Non, pas du tout. Et j'ai envie de dire, c'est important de débattre avec des avis contradictoires. Et on va dire, cette réforme est assez importante, vu qu'on parle des conditions de vie des travailleurs. Donc les conditions de vie des travailleurs ne doivent jamais être occultées, et surtout des jeunes en bac pro qui sont en BTS. Et je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis, et aussi à nos participants. Je vous remercie à tous. Merci à Bédana, merci à Nathan de la régie, merci à Théo de m'avoir accompagné Ce fut un avec plaisir. très grand professionnalisme. Merci messieurs pour ce débat serein, quelques invectives évidemment, mais dans un respect des plus mutuel, et c'est ça l'essentiel. Merci également aux internautes qui ont réagi avec vigueur parfois aux propos de nos tribuns de chic et de choc, propos parfois acerbes et violents, mais il était important de les citer pour apporter des éléments de réponse construits, pour recentrer le débat dans le respect de toutes et de tous. Voilà, nous avons donné une bonne image, je pense, de la jeunesse, autre que celle qui crie sans argument de fond. Petit scoop pour finir, évidemment ce genre de débat, vous pourrez le retrouver très prochainement sur Radio Rec avec la pleine confiance de l'équipe dirigeante, et c'est avec grand plaisir que nous aurons la chance de vous retrouver très prochainement. Merci à beaucoup. tous. Merci. Merci.